Good morning, everyone. Good morning and welcome to today's webinar on financing safely managed sanitation. Apologies for a slightly late start. We were sorting out some technical difficulties. Welcome. I see there are more participants joining, so maybe we just give it another 30 seconds so that people can finish joining the webinar before we start. All right, maybe we can get started. Welcome again, everyone, to today's webinar on financing safely managed sanitation. Um, Great that you could join us. Maya, maybe you could go to the next slide, please. So just a few items of housekeeping. If you could all keep your microphones turned off, except for in the final discussion and Q&A. Please use the chat for questions and comments. These will be addressed at the end of the webinar or later by email. If you can ensure to keep your questions relevant to the topic of the webinar, it would be much appreciated. If you have any technical issues, feel free to ask for assistance in the chat. And of course, we will be recording the webinar, and the recording and the slides will be shared with the attendees following the webinar. You should be able to switch languages for the interpretation. You should have an interpretation icon at the bottom of your Zoom window. I think we are still trying to sort out the interpretation, if I'm not mistaken, but we are meant to have French-English interpretation for the webinar this morning, and in the afternoon webinar, we will have Spanish English interpretation. So once we have sorted out the interpretation issues, you should see an interpretation button at the bottom of your Zoom screen, and you should be able to select your language. So please hold on, give us a couple minutes to sort out the interpretation issue. And hopefully we will get that working quickly. Next slide, please. So just a quick overview of the session this morning. So we have the opening and background on this webinar series, which will be given by my WaterAid colleague, Maya Igarashi-Wood, who is the sanitation lead at WaterAid. We will have an overview presentation on the sanitation financing landscape by Khairul Islam, Regional Director, South Asia from WaterAid. We will be presenting a couple of practical examples of technical tools and resources and their applications. First, from the Niger Wash Accounts, Maman Ibro, who is the Wash Accounts focal point and the Director of Statistics in the Ministère de l'Hydraulique of Niger. And secondly, from Debjoti Mukherjee on the African Urban Sanitation Investment Initiative from the African Development Bank. And then we will have closing from BC Agbaremi from UNICEF. Next slide, please. So without further ado, I will hand over the floor to Maya for the opening to the webinar and a little bit of background on this webinar series. Over to you, Maya. Good morning, good afternoon, good evening for some of you, perhaps. My name is Maya Igarashi-Wood, sanitation lead at the WaterAid. So at the start of the webinar,
I'd like to give you a little bit of a background of why the steps to safely manage sanitation matter. So we all know that progress on sanitation needs to accelerate dramatically. But to make that happen, we need stronger alignment and coordination across the sector. At the same time, there are still major gaps in understanding. For example, what does safely managed sanitation really means in different contexts, in different countries? How do we integrate it into national policies, regulations, standards, and also how to implement it on the ground? And how do we ensure sanitation services are also climate resilient? That's where this process-oriented framework comes in. It helps countries to turn global strategies into action. Strategy like those shown on this screen, the WHO Sanitation and Health Guideline, UNICEF Game Plan, respective organizational strategies, and also very recently produced Green Climate Fund guidance on climate resilient sanitation, supported by multiple partners in the sector. This common approach isn't just about better planning, it is about better collaboration. By working together and aligning efforts, we can create real impact at country level. Alors, on va rapidement voir un aperçu donc, de ce cadre. Alors, les étapes à suivre pour l'assainissement géré en toute sécurité comportent 8 étapes pratiques, dont 3 qui sont des processus. Il y en a un sur l'évaluation et le fondement, et 2 sur l'élaboration donc des plans d'action. Et l'étape 8, c'est le fait de reconnaître qu'il s'agit d'un processus itératif qui nécessite donc une planification et ajustation continue. Et de l'étape 7 à 8, cela se focalise sur le renforcement des systèmes, y compris donc les politiques, les réglementations, le financement, le suivi, la fourniture de services, etc. Ce cadre, ce n'est pas pour réinventer la roue, mais ça se présente comme des étapes pratiques pour vous aider donc à naviguer. Donc, il y a aussi donc une série donc de questions d'orientation dans le document qui aident à identifier les lacunes et à identifier les actions à court, moyen ou long terme nécessaires. Ça nécessite aussi de travailler ensemble dans votre pays pour pouvoir définir des buts communs et qui vont être dirigés par le gouvernement pour pouvoir mener en fait ces actions dirigées par le gouvernement de façon coordonnée. Et l'idée du cadre a été introduite l'année passée au Népal. Et c'était pendant donc le sommet donc de l'assainissement qui rassemblait donc plusieurs pays, et c'était pour évaluer les progrès donc de l'ODD. Et bien sûr, il y a eu donc des appuis techniques d'autres partenaires. Il y a eu donc des groupes de pratiques qui ont été mis en place. Et à la fin, on a élaboré un plan d'action. Alors, pourquoi est-ce que ces changements sont importants? Et c'était donc un sommet en personne. Et si vous voulez voir sur le terrain l'énergie du sommet, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Mais on savait que pour maintenir le cap et l'élargir au secteur, il nous
fallait donc mener donc des actions pour pouvoir accélérer les progrès. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui à travers cette série de webinaires. Donc, si vous avez manqué le premier webinaire sur les réglementations politiques, vous pouvez les suivre. On en aura aussi donc d'autres à venir et on aimerait que vous y participiez et que vous écoutez. Merci beaucoup, Maya, pour l'ouverture et pour cette introduction donc à la série de webinaires. Désolée, je ne me suis pas présentée. Je suis Marina Takane et donc je suis responsable donc de l'unité en charge donc de WASH à l'UNICEF à Genève. Et, pardon, à l'OMS à Genève. Et je vois que les gens se présentent dans le chat. C'est super. Si vous pouvez continuer de le faire. Et, et assurez-vous aussi donc de mettre vos questions dans le chat pour qu'on s'assure d'y revenir à la fin du webinaire, lors de la session de questions-réponses. Je vois aussi que l'interprétation marche maintenant. Donc, normalement, vous devriez avoir le bouton interprétation en bas de votre écran. Veuillez donc cliquer dessus pour choisir votre canal de langue préféré pour avoir l'interprétation du webinaire. On peut maintenant peut-être commencer avec un petit sondage, c'est-à-dire la question, c'est de savoir quelles sont les plus grandes barrières ou quelle est la plus grande barrière au financement de l'assainissement dans votre pays ou dans votre région. Donc, passez à votre réponse. Donc, il y a l'option 1, manque de financement du gouvernement, 2, faible intérêt du secteur privé, 3, mauvaise planification financière, 4, engagement des bailleurs limités et 5, faiblesse des politiques et de la gouvernance. Donc, veuillez cliquer sur le lien pour participer au sondage. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs réponses. Et je pense que je vois les gens qui ont déjà commencé à répondre. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour saisir vos réponses ou pour cocher vos réponses. On a déjà une quarantaine de personnes qui ont déjà répondu, mais il y a 71 personnes dans ce webinaire. Donc, on va vous accorder encore une quinzaine de secondes pour sélectionner vos réponses et on va poursuivre. Chers participants et participantes francophones, j'espère que vous recevez l'interprétation. Est-ce que vous pouvez mettre soit lever le pouce ou mettre un mot dans le chat si vous recevez l'interprétation? Je vois que les références et les réponses s'affichent, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'augmentation donc du nombre de participants au sondage. Je vous donne 3 secondes pour vous donner une dernière chance de participer au sondage, mais on a vu une variété de réponses ici. On voit donc un manque de financement du gouvernement qui est assez élevé. Et je vois aussi que donc la faiblesse des politiques et de la gouvernance qui sont assez élevées, c'est plus de 50%. Et on a aussi la mauvaise planification financière qui est à 47%. Donc, il y a quand même des réponses qui ont un pourcentage assez élevé. Et il y a un certain nombre donc, de barrières et aussi donc des facteurs en fait concurrents qui constituent des barrières au financement de l'assainissement. Et
Je pense que cela est en accord avec ce qu'on voit dans différents pays et on espère avoir un peu plus d'éclairage là-dessus à la suite des présentations. Diapo? Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Khairul Islam, qui est le directeur régional d'Asie du Sud chez WaterAids. Il va nous donner un aperçu donc du paysage de financement de l'assainissement. Merci beaucoup. Je vais parler donc du financement de l'assainissement géré en toute sécurité et je vais essayer donc de maintenir au maximum à 10 minutes. Alors, ce dont on se rend compte de façon graduelle, c'est que la fin de la défécation à l'air libre ou l'assainissement de base n'est pas la bonne situation. Et donc, on aimerait nous mettre à jour pour promouvoir l'assainissement géré en toute sécurité parce que le niveau de service il y a beaucoup d'implications donc au niveau donc de l'assainissement dans les ménages et donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais nous comprenons de plus en plus que l'assainissement gérant toute sécurité est quelque chose d'important et ça doit être vu comme un bien public parce que tant qu'on ne le voit pas comme un bien public, on ne va pas se rendre compte de son importance. Si on se rend compte de tous les risques liés au mauvais assainissement, on se rend compte que beaucoup de problèmes tirent leur source de ce mauvais assainissement. Et donc, si on ne fait pas quelque chose, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Et au niveau donc du financement, ce qui se passe dans le contexte donc d'un paysage changeant, c'est qu'on voit qu'il y a un certain déclin. Et donc, il faut commencer à réfléchir d'autres façons pour pouvoir apporter le changement nécessaire. Je sais que au niveau des différents pays, des différents projets, des communes, on a fait ceci à plusieurs reprises, mais à l'échelle mondiale, vous voyez que nous faudra 140 millions de dollars chaque année, et milliards de dollars chaque année. Et cela est quand même assez difficile, notamment en Afrique et en Asie du Sud. Et donc, il nous faut comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a juste de cela quelques mois au Bangladesh, on est allé dans un sous-district où on a pu calculer de façon spécifique le coût des différentes options que nous avons élaborées. Et il y avait aussi le fait que le district avait donc un contexte de vulnérabilité au climat. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on se met à jour et que on est au niveau donc de l'assainissement géré en toute sécurité, les autres problèmes vont diminuer. Et vous voyez en fait ici sur le graphique l'augmentation. Et vous voyez que ce qu'on peut recouvrer en matière d'assainissement, c'est un montant élevé au niveau donc des coûts de maintenance. 69 milliards de dollars. Et les coûts d'opération et de maintenance ainsi que le coût d'investissement ont un impact en fait sur les coûts opérationnels parce que à la fin, en fait, on se retrouve avec un coût d'opération et de maintenance plus élevé que le coût d'investissement. Et quand on y regarde de près, le coût total de l'assainissement géré en
toute sécurité, notamment en Afrique subsaharienne, ça va être autour de 40% de plus. Alors, c'est quoi les défis en fait dans la mobilisation donc d'un tel montant? Il y a de cela quelques années, j'écoutais les deux, le président de la Banque mondiale et le secrétaire général des Nations Unies qui étaient au Bangladesh et ils faisaient cette analyse et ils disaient que pour réaliser l'ODD, le montant d'investissement nécessaire, il fallait qu'une grosse partie provienne des gouvernements. Mais le reste devait provenir du secteur privé et l'autre partie donc des ménages eux-mêmes. Mais ce qu'on ne met pas beaucoup en exergue concernant donc le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises commerciales, parce que le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est à cause donc de la faiblesse de la priorisation de l'assainissement, notamment par exemple dans le cas de l'Inde, on ne voit pas l'assainissement, on ne voit pas l'assainissement dans les politiques. Parce que quand les politiciens vont se rendre compte que cela est important, ils vont en fait faire de l'assainissement une priorité politique. Et, et dans plusieurs pays où on fait la promotion de la fin de la défécation à l'air libre, on se rend compte qu'il y a une certaine fierté ou complaisance à le faire, mais on n'arrive pas à attirer les financements alternatifs tels que les financements donc de le secteur privé. C'est uniquement les ménages qui sont leurs propres fournisseurs en matière de services d'assainissement après donc les investissements de base du gouvernement. Et maintenant, le type de rôle qu'on doit jouer, c'est un rôle d'influence. Maintenant, dans ce rôle d'influence, c'est qu'on loupe souvent, c'est qu'on manque de faire souvent, c'est de présenter les données et en fait des justifications convaincantes de la nécessité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça doit être considéré comme un bien public? On n'arrive pas à présenter suffisamment des données de bonne qualité, des preuves qui permettent en fait de convaincre les politiciens. Et l'autre problème de durabilité, c'est la mauvaise conception en fait des tarifs qui pose des risques pour la durabilité. Et les exemples récents, et si vous regardez par exemple le cas de l'Inde, où il faut d'abord l'assainissement puis l'eau. Donc, ce sont des campagnes en fait dirigées par la mission. Par exemple, il y a eu la campagne Clean India où on a pu éradiquer la défécation à l'air libre et accroître le nombre de toilettes. Et ça s'est passé sur une période de 5 ans. Et en fait, la plupart des ressources en fait, qui ont servi à cela provenaient en fait des ressources internes, à part quelques financements donc, de la Banque mondiale. Et actuellement, en fait, le gouvernement est en train donc de mener la mission Jal Jeeval qui consiste donc à fournir l'assainissement et l'eau gérée en toute sécurité à tous les ménages. Et cela veut dire que quand les politiciens en font une politique, ça devient durable. Je suis quasiment à la fin de ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
il y a quelques domaines où on doit travailler sur le long terme. Donc, des gains rapides. En fait, il faut qu'on commence par avoir donc des comptes wash parce que cela permet de comprendre pourquoi est-ce que l'eau et quelle est la situation donc de l'eau et de l'assainissement et où est-ce que cela va permettre en fait d'identifier en fait les personnes aux ressources limitées et se rendre compte que ces personnes-là investissent davantage que les autres. Et on va aussi pouvoir identifier à quel point il est important d'investir sur toutes ces choses-là pour pouvoir avoir une certaine durabilité. Ensuite, on pourra passer donc à des actions à plus long terme, telles que donc l'élaboration donc de plans tarifés pour pouvoir réaliser l'assainissement, gérer en toutes ces sécurités qui soient même résilients au climat. Donc, cela va permettre en fait d'accroître les budgets d'assainissement et pour ce faire, il faudra qu'on ait les bonnes capacités pour pouvoir utiliser ces budgets. Et bien sûr, cela va impliquer en fait de aussi réduire la corruption dans le secteur. Donc, voici les ressources disponibles où vous pouvez en savoir davantage. Et le résumé que je voudrais donner ici, c'est qu'il faut des plans WASH nationaux et des plans de financement parce que si on ne fait pas cela, on ne pourra pas avoir l'attention politique nécessaire pour pouvoir faire des efforts supplémentaires dans le secteur de l'assainissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kairoul, pour cet aperçu sur le financement de l'assainissement. Je voulais mettre un exergue en termes donc d'opportunités que le financement vers climat et j'ai hâte aussi donc d'en savoir plus sur les financements climatiques. Carol a également parlé des wash accounts, de compte wash, sûrement que vous en avez entendu parler ou pas. Mais nous avons un exemple pratique en termes de ressources, d'outils. Nous avons notre collègue Maman Hippo qui va faire la présentation sur le compte wash du Niger. Ensuite, nous aurons Jeb Joti de la BAD qui va faire une présentation sur les aspects d'hygiène et d'assainissement. Sur ce, je vais laisser la parole à Maman qui va nous entretenir sur l'expérience des comptes Wash Niger. Et je rappelle que ceux qui ont besoin de l'interprétation peuvent suivre en cliquant sur le bouton d'interprétation et choisir la langue de préférence. Maman, je vous laisse la parole. Merci bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue à tous, chers palénistes, organisateurs de la conférence sur l'assainissement. Moi, c'est M. Maman Ibro, donc je suis directeur des statistiques au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger et aussi point focal pour avoir conduit le processus de compte WASH Niger exercice 2021-2022, dont aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter l'expérience du Niger. Donc, pour commencer, pour le compte WASH, déjà avec le prédécesseur, il a fait comprendre en tout cas la nécessité pour les pays d'adopter les processus, la méthodologie de compte WASH pour pouvoir cerner les dépenses dans le secteur de l'assainissement et de l'eau et en même temps pouvoir mobiliser les fonds pour le financement du secteur. Et c'est tout à fait logique et c'est vraiment ça la méthodologie aujourd'hui qu'il faut adopter en tout cas pour pouvoir
arriver au bon financement. Donc, et pour commencer, je vais commencer par la situation du pays en présentant donc l'évolution des différents indicateurs par année. Déjà, ici, vous voyez que quand vous regardez, comme la thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est une thématique de l'assainissement. Tous les indicateurs de l'assainissement sont vraiment moroses ici quand vous regardez le taux d'accès des ménages aux services basiques même d'assainissement, et de même que le taux d'accès aux services optimal. Et ce qui fait que du coup, vous avez un taux de défécation à l'air libre qui est très élevé. Et donc, on a la situation qu'on voudrait, c'est de faire en sorte que le taux de défécation à l'air libre diminue et que les autres taux d'accès, notamment basiques et optimal, puissent progresser. Donc, au Niger, vraiment, les indicateurs de l'assainissement dont on voudrait améliorer, notamment le taux d'accès des ménages et le taux d'accès optimal, donc, et basique, sont vraiment très bas, contrairement au taux basique. Maintenant, les chiffres pour notre exercice du compte WASH, en regardant le tableau qui suit, diapo, je ne vois pas la diapo. Voilà, donc pour l'exercice du compte WASH Niger, les résultats qu'on a tirés avec cet exercice, ici je vous présente la situation par exemple de l'année 2021 et c'est valable pour l'année 2022. Et on constate que de la même façon qu'on a vu là-bas que les indicateurs en tout cas de l'assainissement sont très bas, même ici vous voyez en termes de financement, il n'y a pas assez d'acteurs qui finance l'assainissement et chaque année. Donc, globalement, les résultats du compte WASH nous ont fait comprendre que il y a un financement des usagers eux-mêmes qui s'élève à donc 20,77 et les bailleurs suivis et les bailleurs des fonds bilatéraux et multilatéraux, de même que les ONG. Donc, en 2021, vous voyez, ni les autorités nationales, ni les autorités régionales, ni les autorités locales n'ont pas pu faire quelque chose par rapport à l'assainissement. Contrairement, bon, en 2022, quand même, on a quelques fonds qui ont été injectés par les autorités nationales et les usagers aussi, étant donné que on constate donc en synthèse ici, d'après ce tableau, globalement, c'est les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui investissent beaucoup plus dans ce secteur, et que ce soit en 2021 et que ce soit en 2022. Ce qui fait que donc il y a nécessité de faire un plaidoyer juste avec ces chiffres-là pour que l'État lui-même s'intéresse à ce secteur. Diapo. Donc ici aussi, c'est la même situation en termes de graphique que vous pouvez améliorer, que vous pouvez plutôt apprécier. Et en 2021 et en 2022, vous voyez tellement la représentation du service d'alimentation en eau potable. Donc par rapport au service d'assainissement et aussi par rapport au service d'hygiène. Bon, le service d'hygiène même qui est un peu rehaussé, je crois, c'est dû à l'autofinancement des ménages. Mais sinon, vous voyez, euh, même le service d'appui au secteur, il est un peu plus élevé que les services d'assainissement en tant que tel. Et que ça soit donc, comment ça s'appelle, au niveau des ménages sédentaires et au niveau des ménages pastoraux. Donc ça, c'est aussi une comparaison, en tout cas pour voir comment est-ce que les informations sont trouvées. Et par rapport maintenant aux prévisions aussi de notre programme sectoriel, on a un programme sectoriel qu'on appelle le projet programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Donc là, vous avez aussi une situation de dépenses qu'on a pu apprécier à l'issue des réalisations sur le compte WASH. Et on voit très bien ici les états de dépenses et les gaps de financement, que ce soit pour l'eau potable et pour l'hydraulique pastorale même. Et pour l'assainissement même, le gap, il est là, il est vraiment conséquent.
un gap de 92%. Donc, c'est vraiment énorme par rapport au gap constaté au niveau de l'eau et au niveau de l'hydraulique pastorale qui était de 63% et l'autre de 75%. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, vous voyez que vraiment l'assainissement, pour les années 2021-2022, quand même, c'est un secteur qui est vraiment à la traîne pour l'instant. Donc, il faut des mesures, en tout cas, pour pouvoir accélérer les processus de mise en œuvre des atteintes des objectifs des ODD par rapport à cette thématique. Diapo. Donc ici aussi, vous avez donc, on a fait une situation de l'évolution des dépenses en milliards de francs CFA par unité de financement. Et là, donc, on a les organisations, les ONG, les gouvernements, et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Donc, que ce soit en 2021 ou en 2022, bon, on constate quand même une évolution des financements en dehors que ce soit pour le gouvernement et pour les usagers de 2021 à 2022. Bon, pour les bailleurs, les financements ont dégraissé en 2022. Mais l'un de l'autre, on constate dans tous les cas que les usagers, ils contribuent beaucoup plus vraiment au financement du secteur, que ce soit le secteur et la thématique eau et aussi la thématique assainissement, hygiène et assainissement. Donc, ce qui fait qu'on va on va revenir sur les pistes de solutions, en tout cas, qu'il faut élaborer pour pouvoir maintenir les caps et atteindre les objectifs visés dans le secteur. Diapo, s'il vous plaît. Et en termes d'engagement que l'État a pris par rapport à l'engagement de Ingor et aussi par rapport à l'engagement de AMCO, donc on voit très bien que la part de l'assainissement par rapport à l'assainissement et l'hygiène par rapport au PIB, en 2021, et on est jusqu'à, bon, malgré qu'il y a il y a pas, bon, en 2021, l'État, c'est vrai, on a vu, il y a les autorités nationales qui ont contribué, ce qui fait que on a vraiment eu les 0,54%, donc un peu en deçà, au-delà, donc de 0,04% de l'engagement pris. Mais quand même, en 2022, on était à 0,48%. Et c'est dû au fait que vraiment, quand vous regardez en 2000, je sais pas, c'est donc, en 2021, il y avait eu beaucoup de contributions des bailleurs multilatéraux et autres. Et en 2022, il y a eu un dégraissement de financement, ce qui fait que vraiment les 0,50% n'ont pas été atteints la part de l'assainissement. Et quand on a fait le calcul et avec justement les prévisions que l'État a fait pour l'assainissement, et si on devrait considérer que la part de l'investissement de l'État, la part de prévision de l'État pour le secteur, pour la thématique hygiène et assainissement, si ce n'est que l'État, on n'allait pas avoir en tout cas les 0,5% même en 2021. Donc, il y a les contributions des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux et aussi les ONG vraiment qui ont un peu contribué pour qu'on arrive à cette étape-là. Et les dépenses sont là aussi, les dépenses du ministère, et un milliard de francs CFA, quand vous comparez, ça vous donne ça. Donc, en termes de nouvelles perspectives, pour pouvoir arriver à pouvoir booster les indicateurs de l'assainissement et de l'hygiène, on a pensé que la mise en place de l'autofinancement, notamment les fonds issus de la vente de l'eau, les fonds issus de la gestion aussi des bon, de façon globale, pour les comptes WASH, nous avons dit qu'il faut qu'on accélère la mise en place des fonds de l'eau, qui consiste donc à mettre en place les systèmes de préleveurs-payeurs, et comment ça s'appelle, et pollueurs-payeurs, pour qu'on ait de l'argent qui rentre pour le secteur et qu'on puisse les orienter
pour pouvoir faire des investissements. Au-delà de ça aussi, vous avez beaucoup d'argent qui est stocké au niveau des différents du secteur rural, notamment au niveau de la gestion déléguée qu'on a confiée aux différentes mairies. Donc, c'est beaucoup de fonds qui sont dans les comptes, mais actuellement, il y a des difficultés d'utilisation de ces fonds-là du fait que les textes n'ont pas clarifié comment est-ce qu'il faut utiliser ces fonds pour faire des investissements ou en tout cas, il n'y a pas une situation très claire, les textes. Donc, l'État est en train de voir comment mettre en place des textes pour que ces fonds qui sont générés dans le secteur rural, qui sont des grosses sommes au niveau des mini-AIP multi-villages et des mini-AIP simples, suite à la vente de l'eau, qu'on puisse les orienter, les réorienter aussi dans des investissements de l'eau. C'est la même chose pour l'assainissement actuellement. Bon, on a quelques stations de gestion des boues de vidange, bon, qui sont à Niamey et qui sont à la traîne. Donc, on est en train de pouvoir installer des stations de boues de vidange dans toutes les régions. Et l'objectif est que quand ces stations de traitement des boues de vidange arrivent à bien fonctionner, aussi qu'ils puissent générer des fonds qui doivent pouvoir aussi revenir en termes d'autofinancement pour financer des activités de l'assainissement. On a aussi la stratégie de marketing de l'assainissement qu'il faut renforcer pour que, au niveau ne serait-ce que rural, et vraiment les acteurs s'intéressent à l'assainissement à travers donc le commerce sur l'assainissement et donc des activités autour de la thématique pour pouvoir avancer. Euh, En termes de, comment ça s'appelle, des recommandations, des défis pour le processus, nous avons constaté vraiment une faiblesse de la part du budget national allié au secteur, une part très élevée aussi de la charge financière des ménages dans le secteur. Euh, Déjà, les graphiques que j'ai présentés, vous les voyez, les ménages contribuent beaucoup plus à travers les dépenses qu'ils font sur l'hygiène, et aussi l'achat de l'eau. Et la fragmentation des interventions dans le secteur aussi rendant difficile le suivi. Donc, mais on est en train quand même d'asseoir des stratégies de collecte pour voir comment est-ce que il faut faire pour vraiment, il faut mobiliser tous les acteurs pour que tous les acteurs s'intéressent à cette question de compte wash pour que les données puissent parvenir à l'année N plus 1 de l'exercice comptable. Ainsi. L'autre acteur, c'est que les gens qui maîtrisent les outils financiers aussi et des dépenses, il y a la mobilité des cadres parfois. Et quand on cherche des informations, et comment ça s'appelle, antérieures, celui qui a géré parfois n'est pas là, on ne sait pas comment faire la part des choses, surtout que les dépenses parfois ne sont pas désagrégées, surtout côté hygiène et assainissement. Donc, il y a la faiblesse de la collecte des données aussi WASH dans les établissements scolaires et même dans les établissements sanitaires. C'est ce qui nous a causé un problème et que dans l'exercice qui est passé, on n'a pas pu prendre en charge les WASH institutionnels, notamment les points d'eau dans les écoles, les points d'eau dans les établissements de santé et même donc les infrastructures d'assainissement parce que il y a des difficultés, vraiment des désagrégations des aspects financiers à ce niveau et même les données sont complexes. Donc, l'exercice nous a éclairé pour voir quelle stratégie il faut mettre pour pouvoir capter ces financements. Et en termes de toujours des perspectives, des prévisions, nous allons donc informer les acteurs sur la situation financière du secteur et asseoir des politiques pour appuyer l'élaboration de la mise en œuvre de ces politiques d'élaboration de comptes. Et on va encourager les acteurs pour une meilleure utilisation des financements existants, inciter aussi des financements supplémentaires comme ce que je vous ai dit, comme cela s'est fait dans les autres secteurs et suivre l'état donc des mises en œuvre des engagements financiers, notamment nationaux et internationaux. Tout ça là, on va faire ça à travers des présentations en sensibilisant les politiques et au niveau du dialogue politique qui s'organise généralement au cours des revues financières. Diapo, ou bien je pense que je suis à la fin. Je pense que Marina, je suis à la fin de ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci de votre aimable attention.
Merci, Maman, pour cette présentation des comptes Wash. Félicitations à l'équipe Wash Account de Niger qui a fait un travail de belle facture. Et cela montre comment les comptes Wash peuvent marcher lorsqu'il y a une bonne collaboration, un bon partenariat entre les acteurs. Merci, Aman, pour cette présentation. Je vais sur ce laisser la parole à Jeb qui va faire une présentation sur l'initiative d'investissement, sur l'assainissement de la bande. Merci, Marina. Et félicitations au présentateur précédent qui nous a fait une très belle présentation. Bonjour ou bon après-midi en fonction de votre situation géographique. Je m'appelle Diab Jonti, donc au niveau de Water, je travaille au niveau de Water, African Water Facility qui est une euh, unité donc, de la BAD, de la Banque africaine de développement. En 2024, nous avons opérationnalisé donc cette fenêtre financière. Mais avant, je voudrais donner un aperçu sur des informations sur l'économie de l'assainissement. Donc, nous avons un gap de 800 millions et la population s'accroît cependant de façon exponentielle. Et nous avons des chiffres des fonds d'assainissement et d'hygiène, principalement sur ce qu'ils ont pu réaliser. Et nous voyons qu'il y a une économie circulaire en matière d'assainissement en Afrique et qu'il y a des pays comme le Niger, l'Ouganda, le Bénin et la Sierra Leone qui font beaucoup d'efforts. Donc, il y a un potentiel là, qui existe dans le secteur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, cette initiative appelée aussi a été lancée officiellement et, opérationnelle. Donc, c'est une fenêtre financière qui consiste à apporter un financement inclusif sur l'assainissement qui provient de l'African Water Facility qui donc permet de mettre en œuvre des projets dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et c'est un mécanisme à long terme qui va exister, qui va consister à apporter des financements dans le secteur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le positionnement marketing et la promotion de valeur peuvent jouer un rôle de catalyseur pour accroître l'investissement. Il s'agit également d'apporter des financements innovants et de la technologie afin de créer un impact. Il s'agit également de se positionner parmi les prestataires, le gouvernement, les partenaires commerciaux et financiers. Il s'agit également de proposer des solutions financières euh, afin de promouvoir les investissements dans le secteur et l'objectif étant de travailler avec les partenaires locaux et les institutions financières locales. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici les buts pour les 10 prochaines années. L'objectif est de mobiliser 320 millions de dollars US afin de développer 50 projets inclusifs en matière d'assainissement et de connecter 15 millions de personnes à l'assainissement géré de façon sécurisée et de mobiliser encore 7,0 milliards d'investissements et de mobiliser
des acteurs autour de la question climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aussi est donc conçu pour couvrir les besoins de l'Afrique. Et cette structure a été créée pour catalyser les investissements, de soutenir la gouvernance et les politiques. Cela va se faire à travers des études de renforcement des capacités et d'assistance technique. Il s'agit également de faire une cartographie des potentiels secteurs, du potentiel pour le secteur privé et des PME. Il s'agit également de faire des évaluations en matière de diagnostic sectoriel et euh, développer un travail en amont, soutenir la préparation des plans directeurs, schéma directeur, plan d'investissement, déployer des financements basés sur les résultats, apporter une assistance technique pour explorer le marché et au profit de l'assainissement urbain. Donc, aussi met l'accent principalement sur les PPP et ceci est un graphique très connu. Il y a donc la microfinance, les institutions financières qui vont également être impliquées. Et nous avons divisé cela en trois catégories différentes, c'est-à-dire les ménages et ainsi de suite. Aussi va donc travailler avec tous les parties prenantes, les institutions de microfinance, le privé, le secteur privé, les banques commerciales, apporter des prêts à des taux intéressants et apporter également de l'assistance technique. Prochaine diapo. C'est un processus très simple. Il s'agit donc de simplifier le processus d'accès au financement et il y a des subventions et des prêts concessionnels avec garantie. Et une fois que la requête est reçue et que la subvention est signée, après évaluation et approbation, le fonds est donné et le projet donc, peut commencer. Prochaine, on va revenir à la diapo précédente. Voilà. En ce qui concerne les prêts concessionnels, nous recevons les requêtes, nous créons donc une sorte de pipeline de concert avec les opérations de la banque et nous finançons et le projet, la mise en œuvre du projet peut commencer. Nous avons commencé les grants ou les subventions en 2024. Nous avons approuvé des projets pour 12 pays. En 2025, nous allons commencer les opérations de ANSI, pardon, et l'étude de diagnostic va porter sur euh, l'assainissement, l'environnement, le cadre juridique réglementaire, l'environnement politique et les stratégies, l'engagement politique, euh, les décisions qui peuvent également guider, disons, les décideurs politiques. Nous allons donc euh, créer 40 à 50 projets qui seront financés par AUSI et ces projets, on s'attend à ce que ces projets génèrent
plus d'1 milliard de dollars US en termes d'investissement. Ceci met fin à ma présentation. Merci, Diab Djadji, pour cette aperçu, cette présentation sur AOC. Toutes nos excuses. Je me rends compte que le temps est contre nous parce que nous n'avons pas commencé tôt. Il y a des questions et des commentaires. Il y avait la session de questions et réponses. Il y a quelques questions qui ont été posées dans la chat auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. On va essayer de répondre rapidement. Il y a la question sur Wash Account et qui demande si l'accent n'est pas mis, les aspects du cadre juridique n'ont pas été pris en compte. Je pense que nous avons plusieurs aspects relatifs au financement qui ont été abordés lors du sommet de l'année dernière. Et il y a des réformes qui ont été proposées, parmi lesquelles la revue de la tarification. Nous sommes victimes d'une sorte de... Nous sommes malheureusement pris par le temps. Sinon, vous avez soulevé des questions très pertinentes, mais nous sommes pris par le temps. Je vois la question posée par Olufomi, les indicateurs de progrès et les aspects, les facteurs favorisant le progrès. Je pense que Kairu ou Deb ou Maman, est-ce que vous pouvez citer au moins un indicateur de progrès pour répondre à la question? Kairu, est-ce que vous voudriez partager, donner un indicateur de progrès? Oui, un indicateur favorisant le progrès. Je l'ai dit dans dans ma présentation, il y a la détermination à faire bouger le pays. Il y a des composantes sur lesquelles le gouvernement doit investir ou que les partenaires au développement doivent investir. Cela va attirer maintenant les investisseurs et les hommes d'affaires sur le secteur. Deuxièmement, étant donné que les opérations de maintenance coûtent plus que le coût d'investissement, cela doit être pris en compte au départ de l'investissement. Donc, ce sont les choses qu'il faut prendre en compte. Et il y a par exemple les stations de traitement, ainsi de suite. Au bout de 5 ans, après l'investissement, si la maintenance, l'entretien n'est pas fait, au bout de 5 ans, l'infrastructure peut s'épuiser, l'ouvrage peut s'épuiser. C'est la raison pour laquelle il faut préparer l'investissement en matière d'entretien. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou ajouter à ce que Caroul a dit? D'un point de vue aussi, nous réfléchissons à un schéma directeur sur le financement du secteur de l'assainissement. Des missions se sont rendues dans plusieurs pays à cet effet pour demander au gouvernement de mettre en place des schémas directeurs qui vont attirer des investissements. Et cela constitue la première étape vers le progrès. Et il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans la chat
qui porte sur le secteur privé et une question de la part de Gabriel qui voudrait savoir comment les 13 pays ont pu obtenir le financement, un financement pour le projet. J'espère avoir bien traduit la question de M. Gabriel. Étant donné que le temps est limité, je vais répondre rapidement. C'est vrai, nous travaillons avec le secteur privé, mais il y a certains critères que le secteur privé doit suivre et cela doit s'aligner sur les priorités nationales, sans quoi les requêtes pour le financement ne seront pas acceptées. Donc, nous vous invitons à discuter avec votre gouvernement qui va appuyer votre requête et là, nous pourrons vous apporter le financement. Je n'ai pas bien saisi la deuxième question, mais je voudrais dire que nous sommes en train de mener une étude de diagnostic dans 12 pays. Et si des priorités se dégagent, nous allons les suivre. Nous avons également pu apporter des financements concessionnels à des taux concessionnels et de concert avec l'institution européenne de financement qui est basée à Bruxelles. Nous avons reçu un retour positif du secteur privé de l'Afrique. Et je pense que les meilleurs jours sont encore devant nous. Merci. Je vois que cela suscite beaucoup d'intérêt, mais nous sommes pris par le temps. Je pense que nous allons procéder à la clôture de ce webinaire. Je voudrais donc inviter Busy Agberemi de l'UNICEF à clôturer la session. À vous, Busy. Merci beaucoup. Toutes nos excuses aux collègues. Je m'appelle Busy Agberemi, je travaille sur la question de l'assainissement à New York. J'ai vraiment apprécié ce webinaire en ce sens qu'il a pu permettre d'atteindre les objectifs qui consistent à créer, susciter, donc à sensibiliser sur les gaps en matière de financement et le besoin d'investir plus dans le secteur. Nous devons donc lancer des initiatives intéressantes, mobiliser les acteurs pour faire en sorte que les pays qui sont à la traîne puissent avancer. Nous avons également appris des leçons des différents pays, des initiatives entreprises dans les pays qui peuvent être adaptées. Je pense qu'il y a des exemples intéressants qui existent. Il faut donc s'appuyer sur cela pour voir dans quelle mesure on peut les appliquer au contexte local. Je pense que c'est faisable. Et par exemple, l'exemple de l'Inde, je pense que c'est faisable. Donc, il faut mobiliser les différents acteurs pour faire avancer le secteur. Je pense que ce sont des exemples intéressants qui peuvent être contextualisés pour améliorer le secteur de l'assainissement dans nos pays. Il y a également l'initiative aussi de la Banque africaine de développement qui donc propose paquets de financement. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Pardon. Il y a également des outils. Nous avons des études de cas et on va les utiliser pour les, contextualiser et voir dans quelle mesure on peut mobiliser les financements, accroître l'investissement au profit de l'assainissement. Je voudrais donc vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. C'était donc
intéressant. Je voudrais terminer en signalant donc les autres webinaires. Nous, le prochain webinaire donc, va porter sur le renforcement des systèmes de données qui va se tenir le 15 avril. Il faut donc, je vous invite à participer à ce webinaire. Et le webinaire 4 va se tenir le 13 mai. Nous avons le webinaire 5 le 27 mai et le 6e webinaire qui va se tenir le 17 juin. Voici donc les webinaires qui vont permettre de renforcer la capacité de partager les idées afin d'améliorer l'assainissement dans nos pays. Merci encore une fois pour votre participation et on se donne rendez-vous au prochain webinaire.